Le diabète de type 2 ne commence pas forcément au moment du diagnostic. Bien avant, le corps peut déjà commencer à moins bien gérer le sucre, parfois pendant plusieurs années sans symptômes évidents. La glycémie peut encore sembler normale, on peut se sentir parfaitement bien, et pourtant, certains changements peuvent déjà être en train de s'installer. Le plus important, c'est que cette évolution n'est pas forcément une fatalité. Plus un problème est identifié tôt, plus il est possible d'agir. Mais alors, où commence réellement le diabète ? À quel moment passe-t-on d'un simple risque à une véritable anomalie ? Et surtout, à quel stade peut-on encore changer la trajectoire ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et si vous souhaitez mieux comprendre le diabète et votre santé métabolique, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Étape 1, la résistance à l'insuline. Tout commence par un mécanisme que la grande majorité des gens connaissent mal, et pourtant, c'est l'un des mécanismes majeurs qui peuvent intervenir au début de l'évolution vers un diabète de type 2. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre le rôle de l'insuline. À chaque repas, le glucose issu de la digestion passe dans le sang. Le pancréas détecte cette hausse et libère de l'insuline, une hormone qui permet notamment au glucose d'être capté par les cellules, où il peut être utilisé comme source d'énergie. En temps normal, ce mécanisme fonctionne de façon fluide et automatique. Mais chez certaines personnes, progressivement, les cellules de l'organisme répondent moins efficacement à l'insuline. Elles deviennent, comme on dit, résistantes à son action. L'insuline est bien présente, elle envoie le signal aux cellules, mais celles-ci y répondent moins facilement. Face à cette résistance, le pancréas peut compenser en produisant davantage d'insuline afin de maintenir l'équilibre de la glycémie. Et pendant un certain temps, cette compensation peut fonctionner. La glycémie peut rester dans des valeurs normales, même si une résistance à l'insuline est déjà présente. C'est précisément ce qui rend cette première étape difficile à repérer. La glycémie peut encore sembler normale en surface, alors que des mécanismes de régulation du glucose ont déjà commencé à se modifier. Cette résistance à l'insuline peut évoluer pendant longtemps sans provoquer de symptômes évidents. Et la glycémie à jeun peut rester dans les valeurs habituelles pendant cette phase. Mais cette capacité de compensation n'est pas illimitée. Lorsque le pancréas ne parvient plus à produire suffisamment d'insuline pour compenser la résistance des tissus, la glycémie commence progressivement à augmenter. C'est à ce moment que l'on se rapproche des étapes suivantes de l'évolution vers le prédiabète, puis éventuellement vers le diabète de type 2. Étape 2, le prédiabète. À un moment donné, la compensation du pancréas atteint ses limites. Il produit de plus en plus d'insuline, mais cela ne suffit plus à maintenir la glycémie dans des valeurs normales. Elle commence à augmenter, pas encore suffisamment pour poser un diagnostic de diabète, mais assez pour franchir les seuils de ce qu'on appelle le prédiabète. Le prédiabète est une zone intermédiaire. La glycémie à jeun peut être légèrement élevée, ou l'HbA1c peut se situer dans une fourchette qui signale une exposition chronique au glucose supérieure à la normale. Il peut aussi être détecté par une hyperglycémie provoquée par voie orale, qui révèle une réponse anormale à une charge en glucose. Ces trois examens ne mesurent pas exactement la même chose, ce qui explique qu'une personne puisse présenter un prédiabète selon l'un de ces critères, alors que les autres résultats restent encore dans les valeurs habituelles. Ce qui caractérise cette étape, c'est qu'elle reste très souvent silencieuse. La plupart des personnes en situation de prédiabète ne ressentent pas de symptômes évidents et peuvent donc ignorer complètement que leur glycémie est déjà anormale. C'est précisément pour cette raison que le dépistage est important chez les personnes qui présentent des facteurs de risque. Pourtant, cette étape est capitale, parce que c'est ici que les possibilités d'agir sont particulièrement importantes. Une intervention sur le mode de vie peut permettre d'améliorer la glycémie, de réduire le risque de progression vers le diabète de type 2, et chez certaines personnes, de ramener les valeurs de glycémie ou d'HbA1c dans une zone qui ne correspond plus au prédiabète. Ce n'est pas une garantie pour tout le monde, mais les données disponibles montrent clairement qu'une intervention à ce stade peut modifier la trajectoire de la maladie et retarder son évolution vers le diabète de type 2. Certains facteurs augmentent le risque d'être en situation de prédiabète sans le savoir, notamment l'âge, le surpoids ou l'obésité, en particulier lorsque la graisse abdominale est importante, des antécédents familiaux de diabète, une hypertension artérielle, une faible activité physique, certains troubles métaboliques ou des antécédents de diabète gestationnel. Pour les adultes, les recommandations actuelles prévoient notamment de commencer le dépistage à partir de 35 ans, avec un dépistage plus précoce chez les personnes présentant un surpoids ou une obésité associée à des facteurs de risque. Étape 3, le diabète de type 2. Lorsque la résistance à l'insuline continue de progresser et que le pancréas n'arrive plus à compenser suffisamment, la glycémie dépasse les seuils diagnostiques du diabète.
Le diagnostic est posé sur la base d'examens biologiques précis, notamment une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre, une HbA1c supérieure ou égale à 6,5%, ou encore une glycémie à 2 heures supérieure ou égale à 2 g par litre lors d'une hyperglycémie provoquée par voie orale. Une glycémie mesurée à n'importe quel moment de la journée peut également permettre le diagnostic lorsqu'elle atteint 2 g par litre ou plus en présence de symptômes classiques d'hyperglycémie. En l'absence d'une hyperglycémie évidente, le résultat doit généralement être confirmé par un second résultat anormal qui peut provenir du même examen réalisé à un autre moment ou d'un autre test diagnostique. Ce qui change biologiquement à ce stade, c'est que le pancréas ne parvient plus à produire et à sécréter suffisamment d'insuline pour compenser la résistance des tissus. Les cellules bêta, celles qui fabriquent l'insuline, ont été sollicitées de façon importante pendant des années et leur capacité à maintenir cette compensation diminue progressivement. La glycémie commence alors à s'installer durablement à des niveaux élevés. Mais il est important de le dire clairement, un diagnostic de type 2 n'est pas une condamnation. C'est une information qui permet enfin de prendre les bonnes décisions. De nombreuses personnes parviennent à améliorer et à stabiliser leur glycémie grâce à des modifications du mode de vie, parfois associées à un traitement médicamenteux. Dans certains cas, une amélioration importante du poids et du mode de vie peut même conduire à une rémission du diabète, mais cela ne signifie pas que la maladie est définitivement guérie. La trajectoire n'est bien entendu pas écrite à l'avance et une prise en charge adaptée peut réellement modifier son évolution. Étape 4. Le diabète insuffisamment contrôlé. Cette quatrième étape n'est pas inévitable, mais elle peut malheureusement survenir. Elle correspond à une situation dans laquelle le diabète reste insuffisamment contrôlé pendant une période prolongée, que ce soit en raison d'un suivi insuffisant, de difficultés à modifier certaines habitudes de vie, d'un traitement qui doit être adapté, ou simplement parce que la maladie évolue et que la prise en charge doit progressivement être intensifiée. Lorsque la glycémie reste élevée de façon chronique, l'excès de glucose peut progressivement endommager les vaisseaux sanguins et différents tissus de l'organisme. Les petits vaisseaux, notamment ceux qui irriguent la rétine, les reins et certains nerfs, sont particulièrement concernés par les complications dites microvasculaires. Mais l'hyperglycémie chronique participe également avec d'autres facteurs de risque aux atteintes des gros vaisseaux et à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Au fil du temps, ces mécanismes peuvent donc toucher de nombreux organes, des yeux aux reins, des nerfs aux pieds, mais aussi le cœur et le cerveau. Ce qui rend cette étape particulièrement sournoise, c'est que les dommages peuvent s'accumuler progressivement sans provoquer de douleurs ou de symptômes évidents au début. Une glycémie chroniquement élevée ne fait pas nécessairement ressentir quelque chose immédiatement. C'est précisément ce décalage entre une exposition prolongée à l'hyperglycémie et l'apparition éventuelle de symptômes ou de complications qui explique pourquoi certaines personnes peuvent présenter des atteintes déjà présentes lorsqu'elles découvrent leur diabète. C'est aussi pour cette raison que le suivi ne consiste pas uniquement à regarder la glycémie. Une fois le diabète diagnostiqué, le médecin surveille également différents paramètres permettant de rechercher ou de prévenir les complications, notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs et du système cardiovasculaire. Étape 5. Les complications. Les complications du diabète sont notamment liées aux effets d'une hyperglycémie prolongée sur les petits et les gros vaisseaux, ainsi que sur les nerfs. Elles peuvent concerner plusieurs organes, et leur point commun est qu'elles peuvent parfois rester longtemps silencieuses ou ne provoquer que peu de symptômes au début. Les reins font partie des organes particulièrement concernés. L'atteinte rénale liée au diabète, souvent appelée maladie rénale diabétique, peut se manifester par une augmentation anormale de l'albumine dans les urines, détectable par des examens biologiques, parfois avant qu'une diminution importante de la fonction rénale ne soit visible. C'est pour cette raison que la recherche d'une albuminurie, notamment à l'aide du rapport albumine-créatinine urinaire, fait partie du suivi des personnes diabétiques. Une anomalie retrouvée doit toutefois être interprétée et, lorsque cela est nécessaire, confirmée afin de diagnostiquer une atteinte persistante d'une élévation temporaire de l'albuminurie. Mais ce n'est pas tout, les yeux sont également concernés. La rétinopathie diabétique est une complication neurovasculaire qui touche notamment les petits vaisseaux de la rétine. Elle peut évoluer pendant des années sans altérer la vision, jusqu'à un stade plus avancé où le risque pour la vue devient important. Un dépistage ophtalmologique régulier permet justement de rechercher ces lésions avant qu'elles ne provoquent nécessairement des troubles visuels. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, un premier examen oculaire complet est recommandé dès le diagnostic. Les nerfs périphériques peuvent aussi être endommagés par l'exposition chronique à une glycémie élevée, c'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Elle peut se manifester par des fourmillements, des douleurs, des brûlures, un engourdissement ou une perte de sensibilité, notamment au niveau des pieds.
mais elle peut également rester silencieuse. Une partie des personnes présentant une neuropathie périphérique diabétique ne ressentent pas de symptômes évidents. Cette perte de sensibilité est particulièrement préoccupante car elle peut empêcher de détecter une petite blessure ou une lésion du pied, augmentant ainsi le risque de plaies et d'infections. À côté de ça, le cœur et les artères sont aussi concernés. En effet, les personnes diabétiques présentent un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, notamment d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Ce risque ne dépend pas uniquement de la glycémie, il est également influencé par d'autres facteurs fréquemment associés au diabète, comme l'hypertension artérielle, les anomalies du bilan lipidique, le tabagisme ou le surpoids. C'est pourquoi la prise en charge du diabète inclut également une évaluation et une réduction globale du risque cardiovasculaire. Enfin, les pieds concentrent plusieurs facteurs de risque à la fois. Neuropathie, perte de sensibilité, mauvaise circulation, déformation du pied et parfois cicatrisation plus difficile. Une blessure minime peut alors passer inaperçue et évoluer vers une plaie chronique ou une infection si elle n'est pas détectée et prise en charge rapidement. C'est pour cette raison qu'un examen régulier des pieds et une attention particulière aux petites lésions font partie intégrante du suivi des personnes diabétiques. Étape 6. Lorsque plusieurs complications sont présentes. Lorsque plusieurs complications s'installent simultanément, la prise en charge du diabète devient naturellement plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de contrôler la glycémie, il faut aussi protéger la fonction rénale, surveiller la santé des yeux, prendre en charge le risque cardiovasculaire, assurer un suivi régulier des pieds et traiter les douleurs ou les troubles liés à une neuropathie lorsqu'ils sont présents. Cette complexité ne signifie pas qu'il n'y a plus de levier d'action. Même lorsque plusieurs complications sont déjà installées, une prise en charge adaptée peut contribuer à ralentir leur progression et à réduire le risque de nouvelles complications. Certains médicaments, notamment les inhibiteurs de SGLT2 et chez certaines personnes les agonistes du récepteur du GLP1, ont démontré des bénéfices cardiovasculaires et pour certains d'entre eux, des bénéfices rénaux qui ne se limitent pas à leur capacité à faire baisser la glycémie. Le choix de ces traitements dépend toutefois du profil de la personne, de ses complications et de ses autres facteurs de risque. Le suivi peut alors faire intervenir plusieurs professionnels de santé selon les besoins. Diabétologue ou médecin traitant, néphrologue en cas d'atteinte rénale, ophtalmologue pour le suivi de la rétine, cardiologue lorsque le risque cardiovasculaire le justifie, et professionnel spécialisé dans les soins du pied lorsque cela est nécessaire. L'objectif n'est plus seulement de surveiller un chiffre de glycémie, mais de protéger l'ensemble de l'organisme et de préserver au maximum la qualité de vie. Le message le plus important que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour agir. En effet, en reprenant tout le parcours, résistance à l'insuline, prédiabète, diabète, contrôle insuffisant, complications, on pourrait avoir l'impression d'une évolution inéluctable, d'un chemin tracé d'avance. En vérité, ce n'est pas le cas. Ces différentes situations ne constituent pas nécessairement une succession obligatoire. Certaines personnes restent longtemps à un même stade, d'autres évoluent différemment, et les complications ne surviennent pas systématiquement. À chaque étape, il existe des possibilités d'intervention. Plus une anomalie est identifiée tôt, plus il est généralement possible d'agir en amont pour réduire le risque de progression. Un prédiabète peut parfois revenir dans une zone de glycémie normale, un diabète récent peut être amélioré et stabilisé, la progression de certaines complications peut être ralentie, et même lorsque des complications sont déjà présentes, une prise en charge adaptée reste utile pour limiter leur aggravation et réduire le risque d'autres complications. En clair, ce que cette vidéo cherche à transmettre, c'est une chose simple. Comprendre où on en est permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pas dans la peur, mais dans la lucidité. En conclusion, le diabète de type 2 est une maladie qui se développe progressivement, souvent sur plusieurs années, et il peut rester longtemps sans provoquer de symptômes évidents avant que le diagnostic ne soit posé. Comprendre les différentes étapes de son évolution, c'est se donner davantage de possibilités pour agir tôt et adapter la prise en charge au bon moment. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à la partager, elle pourrait aider quelqu'un qui ne sait pas encore qu'une anomalie de sa glycémie mérite peut-être d'être évaluée. Merci pour votre écoute et pour votre attention, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.